petite ondée et le petit coup de tonnerre. Excellente soirée. Bonsoir et bienvenue dans le Journal des Alpes, l'information régionale suivie de l'édition nationale. Au sommaire du Journal des Alpes, ce soir, le sauvetage d'un hameau du village de Montricher, en Savoie, Montricher-Albanne précisément. La mairie a trouvé un financement pour consolider la digue et les berges qui se creusent au fil des crues. Une solution d'urgence en attendant des travaux plus conséquents. Le deuxième volet de notre série sur le plus grand bidonville de l'agglomération de Grenoble, celui de l'avenue Esmonier, avec ce soir le problème des soins apportés aux Roms et aux Roumains, une population dont la santé est souvent précaire. Enfin, le portrait d'un Isérois vice-champion du monde des fromagers, une vocation tardive pour cet artisan du BTP qui a eu une révélation il y a quelques années après avoir rencontré un autre fromager de l'Isère, un ancien champion du monde. Carole Gessler prendra les commandes à 19h30 pour l'édition nationale et deux grands titres. Le plan du gouvernement pour doper l'emploi dans les TPE et les PME. Prime à la première embauche, CDD renouvelable 2 fois au lieu d'une et indemnité plafonnée au prud'homme. Le patronat juge ces mesures positives mais insuffisantes. Les syndicats dénoncent des initiatives trop libérales. Et puis la santé de nos enfants menacés par certains pesticides. Une étude montre que les produits chimiques utilisés par les agriculteurs ou dans les lotions anti-poux altèrent les capacités intellectuelles des tout-petits. Mais tout de suite, dans les Alpes, cette nouveauté mise au point par des élèves du lycée Louis Lachenal d'Argonnet, en Haute-Savoie. Un prototype de pédalo avec assistance électrique et solaire pour les personnes à mobilité réduite. Ils l'ont testé pour la première fois aujourd'hui. En jeu dans cette invention, leur note au bac qui démarre dans une semaine. Ingrid Pernet-Duparc, Yves-Marie Glot. On ne dirait pas, mais ces élèves sont en pleine révision. Serrer les boulons quelques jours avant les épreuves du bac, cela semble assez simple. Et passer à la vitesse supérieure, un jeu d'enfant. Forcément, cette drôle de machine n'est pas seulement un pédalo avec assistance électrique, mais aussi un coefficient 12 au bac. Alors la pression monte, va-t-il couler, va-t-il avancer? Au niveau résistance mécanique, on n'a pour l'instant rien essayé. Donc si vous mettez le pédalo sur le lac et que votre idée c'est tout de suite voir à combien il va, etc. et qu'au bout de 20 mètres vous cassez tout, c'est dommage. Vous avez perdu la journée. Donc on va démarrer tout doucement. Moment de vérité, test de résistance, les calculs de probabilité sur lesquels ils ont embûché sont-ils bons? On peut voir que c'est difficile quand même à pédaler sans rien. En plus tout seul j'ai un peu de mal. Et là il y a un accélérateur au pouce. Et là, tout de suite, là, tout de suite, là, je force pas du tout. Les batteries, c'est ce qu'il y a de plus lourd. Donc, ce qu'il faudrait, ce serait les passer à l'arrière, par ici. Et là, tout de suite, la répartition des masses, elle serait mieux répartie. Répartition des masses à revoir donc, mais conclusion plutôt encourageante. Le pédalo avec assistance électrique et solaire file à plus de 8 km/h. Niveau consommation d'énergie, où on en est là des batteries? Alors on a là. Allez, faites-moi voir. Alors, En fait, ils ont ajouté un moteur d'assistance électrique qui équivaut à avoir un cycliste professionnel avec soi sur le pédalo. Donc là, on a une puissance d'environ 250 watts qui équivaut à Lance Armstrong en train de monter le col de la Madeleine pendant le Tour de France. Et on ne les arrête plus, l'assistance, elle, est aussi sur la plage. Le facteur fille n'avait visiblement pas été imaginé par le prof. klaxon. Sauver des eaux, c'est presque le cas de ce petit hameau du village de Montricher-Albanne, suspendu à l'aplomb de l'Arc en Savoie. Au fil des crues, l'Arc a creusé et ramolli le terrain. Il fallait à tout prix renforcer la digue et les berges. Et Madame la maire a enfin trouvé un financement pour ces travaux d'urgence. Aurélie Massé, Didier Albrand. À chaque crue de l'Arc, le même spectacle. À quelques mètres de chez elle, cette habitante du hameau du Baucher observe la rivière grignoter la montagne. On voit que le lit de la rivière s'est déplacé, commence à creuser sous la falaise. Il y a la digue qui commence à s'effondrer a priori, donc l'eau creuse dessous et risque de faire s'écrouler tout le pan de montagne qui est là. La crainte, c'est qu'à long terme, le village disparaisse. Vu d'en face, le danger devient évident. La rivière s'est élargie de plusieurs mètres sans que rien ne puisse freiner sa progression.
La route s'est effondrée de ce côté-là de la berge. De l'autre côté de la berge, il n'y a plus de seuil de protection. Il y a eu 5 crues en moins de 20 ans, alors qu'entre 57, la dernière grande crue, et 93, il n'y en avait pas eu. C'est quand même potentiellement très dangereux. Assez dangereux pour débloquer des financements. Après 6 ans de tractation, l'État et le conseil départemental vont aider la commune pour des travaux de première urgence. 2,5 millions d'euros sont investis. Ici, il s'agit de refaire 4 seuils de protection. C'est un pansement, ça ne va pas tout arranger, mais en tous les cas, ça va limiter et canaliser un petit peu plus l'arc. Le chantier pourrait débuter à l'automne. Reste à trouver 10 millions d'euros pour la seconde phase des travaux. Il s'agira cette fois de sécuriser les abords de cette usine et de dompter la rivière sur une zone plus large. L'usine Carbone Savoie de Notre-Dame-de-Briançon, qui appartient au groupe Rio Tinto, va-t-elle être cédée? Une banque a été mandatée pour évaluer le site avant une éventuelle cession. Une information qui effraie bien sûr les salariés, alors que les syndicats, eux, n'ont pas encore voulu réagir. Renaud Gardette, Frédéric Pasquette. L'usine Carbone Savoie est-elle à vendre? Oui, selon certaines sources, la banque Natixis aurait été mandatée pour évaluer et céder le site à un repreneur. Une information qui a très largement circulé ce matin parmi des salariés pas très rassurés. On ne sait pas où on va, donc on ne sait pas si le site va être fermé ou si on va être vendu. Donc on est un peu dans l'incertitude, donc on attend. On est tous à la même enseigne. Hein. Vous êtes inquiet? Bon, on est tous inquiets. Hein. Un bout de 20 ans de boîte, voilà quoi. Si tout s'arrête demain, on a un peu mal. Hein. Mais bon, on verra bien. Hein. Comme on voit qu'on n'a pas beaucoup de boulot, c'est normal. Hein. Voilà. Comme tout le monde, hein, on ne sait pas où on va là. Donc. Plusieurs scénarios seraient à l'étude, mais selon nos informations, la cession du site à un tiers serait la plus envisagée actuellement par la direction, malgré la grande complexité d'une telle opération. Ce matin, les syndicats, tous unis, ont rencontré leurs dirigeants. Ils ont fait part du grand secret qui entoure ce dossier. Ils se donnent quelques jours pour communiquer et diffuser une réaction. La société est une filiale à 100% du groupe Rio Tinto, spécialisée dans l'aluminium. Elle emploie au total plus de 500 personnes sur 3 sites. Prochainement, d'éventuels repreneurs pourraient visiter l'usine de Notre-Dame-de-Briançon. Autrefois rentable, Carbone Savoie fait face aujourd'hui à une baisse de la demande en aluminium. Des actions syndicales sont prévues dans les semaines à venir. En Haute-Savoie, la 7e édition des Oséades se tient à Annecy jusqu'au 19 juin. Créateurs, entrepreneurs et dirigeants du département s'y retrouvent pour encourager et faciliter les initiatives de création d'entreprises. Au centre des débats cette année, les jeunes entrepreneurs qui se lancent dans l'aventure, comme Miguel et son projet de location de combi. Reportage Émilie Rousseau et Franck Serroni. Des combis, Miguel Turnès en conduit depuis qu'il a 20 ans. Mais cela fait 3 mois seulement qu'il les propose à la location. Donc c'est des véhicules qui ont 2 couchages, donc on peut partir à 4 personnes. Et on peut se tenir debout quand on veut faire la vaisselle. Le jeune entrepreneur prépare donc sa première saison. Prothésiste dentaire de formation, il a décidé de se lancer seul dans le monde de l'entreprise. Ce qui est le plus dur pour nous en tant que jeunes entrepreneurs, c'est parfois de prendre de la hauteur sur notre projet en fait. C'est-à-dire qu'on est tête dans le guidon, on est surchargé de travail, de tout ce qu'il y a à faire parce qu'il y a souvent des dates, des échéances. Même si on est dans un secteur qu'on connaît, à moins d'avoir fait une école de commerce et d'avoir été formé pour ça, je pense que c'est quand même intéressant d'avoir des accompagnateurs qui suivent le projet. Se faire accompagner, se faire conseiller, c'est ce qui a poussé Miguel à assister aux Oséades l'année dernière. Ateliers, conférences sur le réseautage, le business plan ou le statut juridique. Si vous faites l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, c'est la totalité de votre patrimoine qui va être concernée par cette procédure. Cette année encore, près de 2000 futurs aventuriers viennent y décrypter les règles du jeu. Ça permet aussi de rencontrer d'autres personnes, de bénéficier de retours de témoignages, de personnes qui ont déjà créé leurs entreprises. Il n'y a pas forcément l'adhésion de la famille sur ce genre de projet. Et au moins, c'est vrai qu'on se sent moins seul quand on voit d'autres personnes qui ont les mêmes problématiques. Pousser à la création, stimuler l'innovation pour assurer la relève.
L'idée, c'est d'avoir toujours des jeunes en activité et qui viennent renouveler les anciens qui partent. Dans ce département, on va avoir quand même près de 10 000 entreprises qui vont, à un moment donné, être à transmettre. On a 80 000 salariés qui, eux-mêmes, dans les 10 ans, ne seront plus sur le secteur en activité. Chaque année, la CCI de Haute-Savoie accueille près de 4000 nouveaux projets. Plus d'un quart passe le cap des 3 ans. Dans l'actualité, toujours, le corps d'un kayakiste de 66 ans a été retrouvé aujourd'hui dans le Gifre, un torrent près de Taninges en Haute-Savoie. Il était porté disparu depuis dimanche. Les orages de ce week-end pourraient expliquer la mort de ce kayakiste, pourtant confirmé. Les précisions sur notre site alpes.france3.fr. Et puis, une importante opération de recensement dans le bidonville de l'avenue Esmonin à Grenoble ce matin. C'est une conséquence de la circulaire Valls qui impose de compter précisément le nombre de Roms présents dans les camps. Ils sont environ 400 dans ce camp qui va être démantelé, qui devrait être démantelé en tout cas fin juin, début juillet. Voilà qui nous amène au deuxième volet de notre série consacrée à ce bidonville de l'agglomération de Grenoble. Ce campement de fortune abrite 400 personnes, je vous le disais. La grande majorité d'entre elles sont des Roms de Roumanie, une population qui souffre d'un manque d'accès aux soins dans son pays d'origine et dont la santé est souvent très précaire. Cédric Picot, Dominique Semet. Bonjour, allez, on y va, venez. C'est une découverte pour Adela. Allez-y. Enceinte de 5 mois, elle a rendez-vous avec une sage-femme. À 25 ans, cette jeune Rome de Roumanie a déjà vécu 5 grossesses, mais jusqu'ici, elle n'avait jamais bénéficié de suivi médical. Moi, je suis la sage-femme. Alors là, dans ce centre de santé, la situation n'a rien d'exceptionnel. La plupart des femmes roms qui viennent ici n'ont jamais rencontré de professionnels de santé, que ce soit en Roumanie ou en France. Il s'agit de pouvoir créer un lien de confiance, qu'elles comprennent qui on est, pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Parce qu'en général, en fait, elles n'ont pas de demande réelle. Elles sont là parce qu'on les a orientées ici, ou voilà, leurs copines, leurs familles, leurs voisins leur ont dit que c'était intéressant de pouvoir avoir une échographie, mais elles ont une méconnaissance totale. On estime que 9 femmes roms sur 10 ne sont pas suivies pendant leur grossesse. Pour cette population, la mortalité infantile est jusqu'à 3 fois supérieure à celle des autres Européens. Mis à l'écart du système de soins dans leur pays, les Roms ont un état de santé alarmant et leur mode de vie précaire n'arrange rien. Où est-ce que vous vivez en ce moment? Vous dormez où? Elle dit ici, mais elle ne sait pas où. D'accord. Une grande place? À Esmonin. Vie en campement et manque de vaccination, un Rom de Roumanie est 25 fois plus exposé à la tuberculose qu'un ressortissant français. Après 3 mois de séjour continu sur le territoire, ces citoyens européens peuvent bénéficier d'une couverture santé à minima, l'aide médicale d'État. C'est pas sans difficulté administrative, c'est sûr, et c'est aussi difficile, avant de prétendre à ces droits, il faut les connaître, en avoir l'autonomie nécessaire. Et puis, du coup, c'est sûr qu'il y a toujours des barrières et des freins administratifs qui compliquent l'accès aux droits, mais une majorité de personnes, à terme, pas sans embûches, mais arrivent à ouvrir leurs droits. Au revoir, à bientôt. Grâce à cette prise en charge, les Roms peuvent espérer vivre un peu mieux et surtout un peu plus longtemps. En moyenne, leur espérance de vie est inférieure de près de 20 ans à celle des autres Européens. Et demain, le 3e volet de cette série sera consacré à une partie de cette population, celle des demandeurs d'asile. À Échirolles, toujours en Isère, la mobilisation ne faiblit pas pour le personnel enseignant et les parents d'élèves de 4 écoles. Ils s'opposent à la sortie du réseau éducation prioritaire. Aujourd'hui, ils ont mené une opération coup de poing pour défendre leur dossier, une opération à laquelle les enfants ont pleinement participé. Cédric Le Poitvin, Franck Serroni. Pas morts, mais bien debout. Élèves, parents et enseignants étaient mobilisés tôt ce matin, arpentant les rues d'Échirolles, afin de contester la sortie des 2 groupes scolaires du quartier de la Viscose, du réseau éducation prioritaire. Ce programme de l'éducation nationale met en réseau les établissements scolaires d'un quartier ou d'une ville défavorisée, assurant une certaine mixité sociale et une aide pour la réalisation de projets. Avec cette sortie, le personnel enseignant craint que le système d'éducation mis en place ne soit perturbé.
On ne peut pas nous faire croire qu'être dans le réseau ou être en dehors du réseau, ça ne change rien. Sinon, qu'est-ce que voudrait dire être dans le réseau d'éducation prioritaire? Ça, c'est nous faire croire que le réseau d'éducation prioritaire n'apporte rien. Et ce n'est pas ce qu'on pense, effectivement. Je pense que ça nous apporte beaucoup. Donc en sortir, ça met les écoles à mal. De leur côté, les parents d'élèves regrettent que la sortie de ce réseau ne soit justifiée que par un seul critère, le calcul des revenus annuels médians des habitants du quartier de la Viscose, qui dépasserait le seuil d'éligibilité au REP. Au niveau de ce secteur, il y a des résidences, il y a des villas, il y a des maisons, et tous ces gens-là n'amènent pas forcément leurs enfants dans ces groupes scolaires, ce qui fonce le seul critère sur lequel le rectorat se base pour sortir nos écoles du réseau d'éducation prioritaire. Le rectorat assure que d'autres critères entrent en jeu pour l'élaboration d'une nouvelle carte. Il y a le revenu médian, il y a le pourcentage de familles issues de catégories socio-professionnelles défavorisées, il y a des indicateurs aussi en termes de taux de chômage. Au total, 16 écoles sortiraient du réseau éducation prioritaire cette année dans le département de l'Isère. Le collectif Touche pas à mon REP prévoit de nouvelles actions d'ici à la rentrée. Connaissez-vous Froudi? C'est le nom d'un jeu créé par une entreprise basée à Goncelin, en Isère. Un jeu particulier puisqu'il est anti-discrimination. Et d'ailleurs, les bénéfices de sa vente iront à des associations qui luttent contre la discrimination. Nathalie Rapuc, Antoine Marnas. Mais tu fais par petits carrés, genre tu découpes, vous faites un truc inventif. Tout simplement. À 14 ans, Aileen est PDG de l'entreprise Froudi. 2 heures par semaine, en plus de ses cours, elle participe à l'option découverte professionnelle. Je touche à tout, j'aide tout le monde, je conseille, je vois comment tout marche en fait. Alors que dans un rôle, si on fait seulement la communication, on voit que ça. Et du coup, je suis vraiment contente de pouvoir toucher à tout. Au sein de cette entreprise, chaque élève occupe un poste spécifique. L'objectif, vendre ce jeu qu'ils ont créé de A à Z. Tout se passe comme dans une vraie entreprise, de la fiche de paye au produit fini. L'organigramme a été déterminé dès la rentrée. Avec mon collègue, on a réalisé les contrats de travail, l'organigramme de l'entreprise, on a réparti tous les rôles, on a fait passer des entretiens d'embauche aussi pour, enfin pas d'embauche, mais des entretiens juste pour les directeurs de chaque service. Et là, qu'est-ce que tu fais par exemple ? Alors là, présentement, sur l'ordinateur, c'est les fiches de paye. On est en train de remplir les fiches de paye. Le budget qu'ils gèrent est bien réel. Chaque élève a cherché des investisseurs pour qu'ils injectent de l'argent dans leur projet. On leur a bien expliqué qu'on leur rembourserait, mais après, on va leur envoyer des demandes s'ils veulent nous faire un don ou pas. Mais on va les rembourser dans tous les cas. Alors là, de ce côté-là, on est en train de faire les flyers pour ensuite les distribuer dans des écoles. Par exemple, pour que les enfants les prennent et en parlent à leurs parents. Parce qu'en fait, notre but, c'est de sensibiliser les jeunes. Donc voilà, on centre les écoles. Et là, de ce côté-là, on est en train d'envoyer des mails pour les gens qui ont investi dans notre jeu, pour leur dire que ça y est, c'est bientôt fini. Le pain et avec des fruits d'homme au milieu. Je joue avec la fabrication moi-même pour voir déjà si ça leur plaît. Et puis... Pour l'instant, on a déjà fait le jeu. Du coup, il nous reste plus que la boîte là. Le jeu est fait et on a trouvé l'imprimerie et il nous reste juste la boîte. Depuis septembre dernier, cette petite entreprise a fait du chemin. Chacun a su trouver sa place. Un succès sur tous les plans. On a des élèves qui sont aussi bons scolairement que qui sont un peu plus en difficulté. Et ça leur a permis de démontrer des compétences qu'ils n'osaient pas auparavant montrer aux autres. Donc c'est une expérience très intéressante, très enrichissante, aussi bien pour nous les enseignants que pour eux, enfin surtout pour eux. Finalement, ces élèves ont déjà trouvé des acheteurs. Les bénéfices de ce jeu pour lutter contre la discrimination iront à des associations. Une aventure qui se termine en juillet et qui reprendra l'année prochaine pour d'autres élèves de 3e. Vendredi dernier, le 5 juin, Eliane Barreiro a été promue au grade de chevalier de l'Ordre national du mérite par décret du président de la République. Il s'agit d'une première en Isère. La cérémonie s'est déroulée à l'université Stendhal de Grenoble. Cette enseignante retraitée spécialisée dans la langue des signes a lutté toute sa vie pour la reconnaissance des personnes sourdes et pour celle de la langue des signes française qu'elle a transmise dans des collèges, des entreprises et au CHU de Grenoble, pour ne citer que. Et nous la recevons ce soir. Bonsoir Madame Barreiro. Et tout d'abord, un mot sur cette récompense. C'est une forme de reconnaissance pour votre investissement. Comment l'avez-vous vécu ?
Ça a été un grand moment d'émotion. J'étais bien sûr très fière. Déjà parce qu'en tant que personne sourde, de recevoir cette distinction, c'est une réelle fierté. Parce qu'on pense souvent que les personnes sourdes ne peuvent pas faire ceci ou cela. Et c'était une façon de prouver qu'on peut faire beaucoup de choses et qu'on peut être aussi un modèle pour les plus jeunes générations. Alors, vous avez fait beaucoup de choses, justement, pendant toute votre vie. Comment aller encore plus loin, selon vous? Quelles sont les priorités pour aller plus loin dans votre projet, dans votre action? Donc moi, je continue à être militante. Il y a une loi qui a été votée en 2005, la loi du 11 février 2005, qui doit donner l'accessibilité aux personnes handicapées, mais dans les faits, ça n'est pas forcément toujours le cas. Donc il y a encore des combats à mener pour l'accessibilité, des combats à mener pour la présence de la langue des signes dans les écoles. Aujourd'hui, c'est devenu une option au bac, mais il faut continuer à développer le développement de cette langue. Vous dites la langue des signes dans les écoles, ça veut dire que vous souhaiteriez que tous les enfants apprennent au moins les rudiments de la langue des signes pour justement casser cette différence? Oui, tout à fait. En fait, il y a des choses qui se sont déjà faites dans certains établissements, dans certains collèges ou certains lycées. Donc, comme je vous disais, c'est aujourd'hui devenu une option au bac. Donc, des élèves entendants peuvent apprendre la langue des signes et la présenter comme une option au bac pour ensuite devenir, pourquoi pas, interprète ou un autre professionnel de la langue des signes. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut continuer à développer les choses. Ça a été un très long combat déjà pour en arriver juste à ce point-là. Donc, il faut continuer à faire évoluer les choses dans ce sens. Alors les points qui vous semblent maintenant les plus importants à creuser pour faire encore un pas de géant dans cette vie commune entre les sourds, les malentendants et puis nous, vers quoi il faut aller dans la vie de tous les jours? Je pense que ce qui est une des priorités, c'est que donc la langue des signes soit officiellement reconnue comme une langue à part entière, que ce ne soit pas une reconnaissance à moitié, on va dire, que ce soit une vraie reconnaissance pour qu'elle soit enseignée dans toutes les écoles de France, que tous les enfants aient la possibilité d'apprendre cette langue comme on apprend une autre langue vivante. Alors vous êtes aussi engagé dans l'association Pédiatres du Monde, c'est votre nouveau combat. Et pourquoi la Moldavie où vous agissez aujourd'hui ? Alors, en fait, au départ, donc, je suis retraitée depuis 2003 et j'avais été contactée par Pédiatres du Monde qui se rendait déjà en mission, dans le cadre de missions humanitaires en Moldavie pour intervenir auprès d'enfants sourds et pour apporter des appareillages auditifs à ces enfants. Donc voilà, c'était vraiment un métier des missions de médecins. Et en fait, les pédiatres sur place se sont rendus compte que les enfants sourds n'utilisaient pas du tout la langue des signes en classe, mais que par contre, ils l'utilisaient entre eux dans la cour d'école. Donc ils ont été très surpris et se sont rendus compte que la langue des signes était interdite dans les classes, alors que c'est la langue naturelle dans laquelle s'exprimaient les enfants. Donc ils ont contacté mon association, dont je suis présidente, l'Université de la langue des signes, en nous demandant d'intervenir en Moldavie. Alors moi, au départ, je vous avoue, je ne savais même pas où était la Moldavie. C'est un tout petit pays à l'extrême est de l'Europe. Voilà, votre action donc... Votre action donc continue. Je suis désolé, il va falloir qu'on ferme cette interview très, très agréable. Merci Madame Barreiro. Et puis merci à Céline Lajarige pour la traduction simultanée. C'est un bel exercice de style. Merci mesdames et à bientôt. Merci à vous. Un mot de sport, c'est l'équipe américaine BNC qui a remporté le contre-la-montre par équipe de la 3e étape du Critérium du Dauphiné entre Roanne et Montagny. Elle a parcouru les 24 km et demi à 49 et quelques km/h devant Astana et Movistar. Rohan Dennis devient le nouveau leader au classement général. Romain Bardet de l'équipe savoyarde AG2R a perdu 1 minute sur Nibali et Valverde. À suivre. Sport culinaire maintenant avec le titre de champion du monde des fromagers qui a été décerné à Tours dimanche dernier. 12 finalistes au départ et 2 Français à la tête du podium à l'arrivée. Un entier, Fabien Degoulet, champion du monde. Et le second, son dauphin donc, est isérois. Il s'appelle Guillaume Gardinet. Il vit à Marciol, près de Beaurepaire. Pourtant, il y a 6 ans encore, Guillaume travaillait dans le BTP. Mais sa rencontre avec le fromager grenoblois Bernard Muraveau lui a révélé sa vocation profonde.
Ce matin, il y a une ambiance, il y a de la joie. Il y a de la joie. On a bien arrosé ce titre de vice-champion du monde hier à la maison. J'ai pas les idées bien claires, ça c'est clair. Comme ceci, le petit Tosso Irati. Et c'est vrai que je suis pas passé en boutique. J'ai préféré tout de suite enchaîner sur les marchés. J'aime le côté un petit peu manutention. C'est physique, il y a un contact, il y a un rapport. Et les gens reviennent au marché. Et c'était l'une des épreuves qu'on a retrouvées au championnat du monde des fromagers. Ah oui. Il y avait 8 heures d'épreuves. Oui. Et dans ces épreuves, il y avait 1 heure consacrée à la sculpture sur fromage. Il sait nous faire aussi découvrir des nouveautés. Quand il voit que, bon, de semaine en semaine, c'est un peu trop répétitif, qu'on prend toujours la même chose, il nous dit « Je te propose cette petite nouveauté, j'ai quelque chose qui va te plaire. » Et quand on a su que les Américains ils venaient travailler, on s'est dit « Bon, on va leur montrer qu'en France, on sait travailler avec des produits un petit peu originaux. » Il fallait se différencier, c'est les championnats du monde. Vous avez des gens qui arrivent du Japon, vous avez des gens qui arrivent de Belgique, qui sont très forts, les Belges sont très forts. Mais la victoire n'aurait pas été possible sans son épouse Virginie. Il y avait une recette fromagère à réaliser à partir d'une Sainte-Maure de Touraine. Et Virginie a retravaillé la